Sans transition, peut-être juste pour un mot de présentation. Donc, on passe des violences, des formes de violences écologiques, en quelque sorte, aux violences coloniales, à partir d'un projet qui est pour moi, à mon avis, assez exceptionnel. Donc Pierre Schill, qui est professeur associé à l'Université Montpellier 3 au laboratoire CRIS et historien et géographe de formation, il me semble, tu me corriges si je le fais, est à l'origine, qui va vous raconter l'histoire de son travail d'archive. Et un jour, il tombe sur j'en dis pas trop. Alors, Pierre Schill va présenter sa présentation donc avec Alessandra Fellini, qui est artiste à Londres, que je vais laisser se présenter autour du thème des violences coloniales à partir d'une présentation qui s'intitule Retour à Tripoli, histoire et art à l'épreuve de photographie de la violence coloniale. Voilà, on n'est pas trop dit. Voilà. Mais c'est un projet exceptionnel. Voilà. Merci, merci aussi à Isabelle pour l'invitation. Donc c'est une communication qui sera un peu particulière parce que ce ne sera pas vraiment un dialogue. Il y a eu des dialogues empêchés parce qu'il y a certains artistes ou des intervenants qui n'ont pas pu venir. Nous on est là tous les deux, mais ce n'est pas vraiment un dialogue. Tout simplement parce que c'est un projet qui est à l'état d'idée. Et donc peut-être qu'il y aura un dialogue plus tard. Mais pour l'instant, on a déjà la chance, grâce aux organisateurs, de pouvoir se rencontrer aujourd'hui et de jeter peut-être les bases d'une collaboration future. Donc ce que je peux faire aujourd'hui, moi, c'est vous raconter un peu la genèse du projet et le premier aboutissement qui a eu lieu, dont je vais vous parler, et la forme de prolongement qu'on envisage justement avec Alessandra. Donc le point de départ de ce projet, c'est la découverte fortuite. Donc je ne suis pas professeur associé à l'université, je suis professeur dans le secondaire, en lycée, et il se trouve que je poursuis des recherches par ailleurs sur l'histoire sociale de la mine. Et donc en étant à Montpellier, j'ai travaillé sur un petit bassin minier qui est dans l'arrière-pays montpelliérain à la fin du 19e siècle, une grève assez importante parce que c'est l'une des grèves qui a donné lieu à la loi sur la retraite des mineurs, et Jaurès était venu du bassin voisin du Tarn là-bas. Donc moi je travaillais sur cette grève. Et donc, c'était dans les papiers du député de la circonscription qui s'appelait Paul Vigny-Docton, que vous avez ici en image à gauche. Et cet homme était assez extraordinaire, il était député des mineurs. Et donc, je travaillais sur ses archives, sur ses papiers. Et très souvent, comme ça arrive, quand les familles versent les papiers d'une personne privée, c'est moins bien classé que quand c'est le préfet ou l'État, où là, c'est tout très bien inventorié. Donc là, il y avait certaines cotes qui n'étaient pas précisées, et donc j'ai demandé à avoir une cote, un carton. Et dans ce carton, je découvre une petite boîte, exactement celle-là, qui m'a été prêtée par les archives départementales de l'Hérault. Et donc, je fais mon métier, j'ouvre la boîte. Donc, on fait une petite performance, c'est improvisé. Donc, je vois des photos. Donc, sous les yeux, ici, Alessandra manipule des tirages uniques que je n'ai pas volé aux archives, mais vous saurez à la fin que c'est des tirages que j'ai obtenus par ailleurs. Mais c'est des tirages de même nature, de la même forme, le même reportage photographique, où je vois des choses comme celle-là. Donc vous voyez des petits-enfants qui nous transportent un peu au loin. Mais parmi certaines, je vois des images qui sont un peu extraordinaires, enfin qui sortent qui me transportent ailleurs. C'est certaines images que vous avez ici et qui retracent bien ce que Arlette Farge avait expliqué comme le goût de l'archive. C'est-à-dire que parfois, dans le travail de l'archive, c'est un travail qui est très routinier, fastidieux, notamment quand on travaille sur les grèves, c'est beaucoup de rapports de police. Et là, tout d'un coup, je trouve quelque chose qui éclaire d'une autre manière mon projet. Donc je comprends bien que je ne suis pas dans l'Hérault. C'était avant le réchauffement climatique, hein, il n'y avait pas encore de palmiers dans l'Hérault. Donc je sais bien que je ne suis pas dans l'Hérault, je sais aussi que je ne suis pas dans mon champ de compétences, mais malgré tout, je continue à regarder ces images qui me touchent. Et notamment, vous l'avez compris, certaines images qui montrent une pendaison publique. Et donc, en faisant ce travail, malgré tout, une fois que je continue, hein, donc voilà, tu peux continuer à les montrer, voilà, et à un moment, il y a d'autres images, hein, et donc certaines, peut-être celle-là qui est assez impressionnante. Alors, je ne vois pas celle-là, mais j'en vois d'autres de même nature. Hein. Et au bout d'un certain temps, malgré tout, il faut quand même que je travaille sur mes mineurs. Donc, ce que je fais, c'est que je remets les photos dans la boîte, okay. Et je ferme la boîte et je la rends.
C'est les images que vous avez là. Un écran. Ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'après, je pourrais peut-être les laisser, ou on peut peut-être les laisser, tu peux les mettre là, comme ça, si. Je vais en poser quelques-unes là, comme ça. Après, en passant, vous pourrez éventuellement les regarder. Et donc, ici, c'est la trentaine d'images à peu près que j'ai vues. C'est vrai qu'on ne les distingue pas tellement bien, mais enfin, on voit bien qu'il y a des images un peu d'exotisme, d'ailleurs, d'une guerre, et on voit aussi qu'il y a ces pendaisons-là. Donc, je referme la boîte. C'était en 2008, et je rentre chez moi en travaillant, en continuant de travailler sur mes mineurs, mais c'est des images qui ont continué à me je ne veux pas dire à me hanter, en tout cas à traverser mon esprit, et je me rends compte, en fait, de cette réalité-là, donc ça, c'est une phrase d'Arlette Farge que j'aime bien, qui dit bien que parfois l'archive, je vous ai dit, c'est un petit plaisir parce que ça sort de l'ordinaire, mais parfois on a une forme de frustration parce que le retour d'archives n'est pas toujours facile. Et j'ai essayé dans ce domaine-là. Et donc, en 2011, 3 ans plus tard, en écoutant dans le cadre du festival Mon Plus les Danses, un chorégraphe qui travaillait avec Raymond Doge, donc qui s'appelait Emmanuel Egarmont, qui est un jeune chorégraphe qui présentait une pièce qu'il venait de créer. Et donc il explique au public, et donc j'étais dans ce public-là, qu'il aimait bien travailler sur les zones où il y avait des tensions de l'histoire, et comment ces tensions-là pouvaient se traduire dans la danse, dans les corps. Et à un moment, il montre un extrait d'une pièce qui s'appelait T-Wall, et on voit l'une de ces danseuses ici, que vous avez à l'écran, qui manipule des polaroïdes au sol. Et c'est en voyant ces polaroïdes au sol que j'ai repensé aux images que j'avais découvertes 3 ans auparavant, et dont je n'avais rien fait. Et c'est tout d'un coup là que je me dis peut-être que moi qui n'ai pas pu prendre en charge scientifiquement ces images, parce que j'étais pas compétent ni sur l'histoire de la photographie, ni sur l'archive, enfin ni sur l'Afrique, ni sur le colonialisme, peut-être qu'on pourrait donner à des artistes la possibilité au moins d'en faire une interprétation sensible, et ça serait pour moi une manière d'un peu de régler peut-être ce sentiment de culpabilité, de les avoir découverts, de les avoir réveillés, et de les avoir renvoyés dans le trou noir des archives sans en faire quoi que ce soit. Et donc à la fin de la présentation, je vais voir Emmanuel Egarmont, que je ne connaissais pas. Et c'est très il y a beaucoup d'artistes dans la salle, donc vous savez que c'est un peu compliqué parfois quand il y a quelqu'un du public qui vient vous voir et qui vient discuter. Vous ne savez jamais trop combien de temps ça va durer, comment le remballer. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc je commence à lui expliquer ça. Il est très très gentil, Emmanuel Egarmont. Il m'écoute. Et donc j'avais évidemment aucune image avec moi. Il me dit bah oui, pourquoi pas, mais il faudrait que vous m'envoyiez des images. Donc on ne sait pas s'il me dit ça pour me répondre et que j'arrête de l'embêter. Donc toujours est-il que en rentrant chez moi, j'ai bien l'intention de retourner aux archives, de faire une photo de ces images-là et de lui envoyer. Et en rentrant chez moi, je me dis, mais pourquoi se limiter à une interprétation dans le domaine de la danse ? 1 an auparavant, en 2010, était sorti un livre de Jérôme Ferrari qui s'appelait « Où j'ai laissé mon âme », qui est un livre qui dresse un huis clos sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Et ce livre, il s'ouvre, l'origine du livre, c'est des images d'archives sur la guerre d'Algérie qui lui ont inspiré ce livre. Et donc quand il est venu le présenter à Montpellier dans le cadre d'une rencontre littéraire, on avait eu l'occasion d'en discuter, et il avait expliqué au public l'importance des archives anciennes pour sa création littéraire. Et je me suis dit aussi que peut-être que lui aussi pourrait interpréter ces images, cette fois-ci pas des images que lui trouverait, mais des images que je lui proposerais. Et à l'époque, j'avais de la chance, il n'avait pas encore eu le prix Goncourt, il était encore dans l'annuaire, donc j'ai décroché mon téléphone, je l'ai appelé, et donc je lui ai rappelé, vous vous souvenez, on la rencontre littéraire, il y a quelques mois, on avait discuté, il me dit oui, très bien. Donc je lui parle de l'idée aussi, et lui, contrairement à Emmanuel Egarmont, qui se disait qu'avant de faire quelque chose, voulait voir les photos, Jérôme Ferrari trouvait l'idée très très intéressante de partager un regard et faire un regard croisé sur une archive commune, et il m'a donné un accord de principe sans même voir les photos. Et donc, comme j'aime aussi l'art contemporain et les arts plastiques, j'avais vu aussi à Montpellier, en 2010, aussi une exposition d'un artiste qui s'appelle Mathieu Cléier-Béaboninck, qui travaille sur les images anciennes et qui les retravaille d'une manière à nous questionner. Et il avait notamment fait cette série qui s'appelait Location Unknown sur les photos du Ku Klux Klan aux États-Unis. Je ne savais pas qu'il le faisait, mais il photographiait les lynchages de Noirs pour en faire des cartes postales, des petits livres qu'il donnait en Amérique comme étant des publicités. En fait, montrer les corps violentés par les leurs était une forme de publicité. Et donc, ce que faisait Mathieu Béaboninck, c'est qu'il effaçait de ses photos, il leur faisait des tirages grand format, il effaçait les corps, et quand vous rentriez dans la pièce, vous voyez ces images-là, et l'image ne fonctionne pas parce que vous voyez qu'il y a un public de blancs qui pointe des choses du doigt, qui regarde quelque chose qui a disparu. Et donc, effacer le corps, la violence, c'était une manière de la rendre plus tangible. Et j'avais trouvé aussi cette idée-là intéressante par rapport à mes corps,
de pendus suspendus au gilet. Donc je l'ai aussi contacté, et j'avais une petite équipe autour de moi, et je me suis dit voilà, qu'on pouvait peut-être interpréter cette archive-là. Donc on s'est retrouvés à la fin du mois de novembre 2011 à Paris, et j'avais mes photos, et on s'est retrouvés autour de la table, et l'idée c'était aussi qu'ils m'ont dit à ce moment-là, ben, nous on veut bien créer quelque chose chacun dans notre domaine à propos de ces archives-là, mais il faut quand même que tu essaies de nous dire ce que montrent ces photos, parce que ce que je vous n'ai pas dit, c'est ce qui rajoutait un peu d'éléments importants dans la découverte de l'archive, c'est qu'elle était énigmatique dans la mesure où au dos de l'archive, il n'y a aucune indication de lieu, de date. Donc pour moi qui n'étais pas spécialisé de la question, j'ai bien vu que ce n'était pas des uniformes français, et que c'était donc pas une colonie française, mais je n'avais pas identifié l'armée, et je n'avais pas identifié le lieu, et donc il m'avait demandé ce travail-là. Et donc je suis retourné à Montpellier. À partir de ce moment-là, je suis retourné dans l'archive de ce député Vigny-Docton, et l'autre casquette qu'il avait, c'est pour ça qu'il est en une de l'homme du jour en ouverture de ce diaporama, c'est que c'était aussi un député qui avait participé à la colonisation française, parce qu'au départ, avant d'être député, il était médecin militaire, et il avait participé à la colonisation de l'Afrique coloniale de l'Ouest française, et il avait vu des massacres coloniaux perpétrés par l'armée française. Il avait démissionné de l'armée, et il était rentré à Montpellier, où il avait entamé une carrière politique. Donc, mais il s'était toujours intéressé à la question coloniale, ce qui fait que dans ses archives, il y avait un versant d'archives qui concernait la colonisation, et donc j'avais bien, après coup, attaché mes photos à cette partie-là de son parcours, et j'ai procédé à une investigation de tous ces fonds qui parlaient de cette guerre, et donc j'ai redécouvert d'autres photos de cette archive, et en continuant ce travail de recherche, je suis tombé, c'était ma chance, sur une coupure de journal qu'il avait découpée, où j'ai revu imprimer deux de ces photographies. Et donc la chance que j'ai eue, c'était que sous ces photographies imprimées, il y avait le nom de l'auteur, reportage réalisé en Tripolitaine, donc en Libye. Ça montrait le colonialisme italien en 1911. Et donc là, j'ai découvert le nom du photographe, qui s'appelait Gaston Chéreau, qui était aussi un écrivain. Et donc là, grâce à Google, dès que je suis rentré chez moi, ben, j'ai googlé le nom. Et il se trouve que c'est un écrivain qui était devenu assez connu, enfin, qui maintenant qui est tombé dans l'oubli, mais qui à l'époque était un peu connu, qui est rentré en 1926 à l'Académie Goncourt, et dont les papiers, les archives étaient déposés à la Bibliothèque nationale de France. Et à la Bibliothèque nationale de France, tout était bien inventorié. Il y avait bien une ligne, reportage photographique en Tripolitaine. Donc quand j'ai découvert ça, je ne savais pas si les photos qui étaient à Paris étaient les mêmes que celles de Montpellier. C'était des photos différentes, des doubles. Donc j'ai pris un TGV le lendemain pour aller à Paris et découvrir ce fond. Et j'ai compris que le reportage que j'avais à Montpellier était une partie du reportage dont l'essentiel était à Paris. Et donc j'ai poursuivi ce travail d'enquête autour de Gaston Chéreau jusqu'à découvrir qu'il avait une petite fille qui a encore des images, et c'est des images que vous avez vues tout à l'heure et que vous verrez tout à l'heure, sont les images du reportage qui lui appartiennent encore à sa petite fille et qu'elle me laisse pour que je puisse éventuellement en parler devant vous et partager cette découverte. Alors au total, j'ai découvert donc, le reportage photographique de ce reporter. J'ai pu reconstituer tous les articles qu'il avait écrits, parce qu'il était envoyé par le journal, donc vous le voyez, Le Matin, qui était un des grands quotidiens populaires de l'époque, qui était subventionné par l'ambassade d'Italie à Paris à l'époque pour promouvoir le colonialisme italien. Et Chéreau, un écrivain assez connu, avait été missionné par l'ambassadeur d'Italie, choisi par l'ambassadeur d'Italie pour aller faire des articles favorables à la colonisation italienne. J'ai aussi trouvé, et c'était le plus intéressant, les lettres qu'il a écrites depuis Tripoli à son épouse et à son jeune fils qu'il a dans les bras, où il relate, et ça c'est très intéressant pour l'historien, la guerre sous un autre aspect. Dans les plis de l'intimité, il dit des choses à sa femme qu'il doit taire dans le journal, qui attend de lui un discours favorable à l'Italie. Et évidemment, c'est l'écart entre les deux, entre ce qu'il dit publiquement et ce qu'il avoue dans l'intimité, qui est un écart particulièrement intéressant. Et il a aussi produit 15 ans plus tard, dans un petit recueil journalistique, un petit retour d'expérience, une littérature d'expérience, où il revient 15 ans plus tard sur l'expérience qu'il a vécue à Tripoli. Donc au fur et à mesure, pour revenir avec les artistes qui étaient engagés dans le projet, au fur et à mesure du projet, à chaque fois que je découvrais des photos, je disais aux artistes, les 30 photos que vous avez vues au départ, il y en a bien plus, et donc à chaque fois je leur envoyais des photos pour qu'ils puissent s'inspirer de cette archive qui grossissait. Au fur et à mesure de la retranscription des articles et des lettres et de son témoignage tardif, je leur ai aussi donné ce matériau-là. Et vous avez ici l'ensemble du matériau qui a été interprété par les artistes,
Alors Jérôme Ferrari toujours, Emmanuel Egarmont et une autre artiste plasticienne qui rentre dans le projet parce que Mathieu Abonac, pour des raisons diverses, n'a pas pu aller au bout du projet. Et donc cette archive-là, on l'a éditée dans un livre qui s'appelle « Réveiller l'archive d'une guerre coloniale », où l'ensemble de l'archive est réédité avec une analyse historique que je développe et une dernière partie qui revient sur le projet artistique, qui propose une analyse réflexive de l'appropriation de l'archive par chacun des artistes et pour voir quel est l'intérêt de croiser justement les regards sur cette archive. Et donc on a aussi décidé publiquement de la présenter, cette archive, et les projets qui étaient issus, parce que l'un des enjeux c'était de faire une présentation publique de ces regards croisés, et donc on a essayé de trouver des lieux, j'ai essayé de trouver des lieux qui pouvaient être intéressés par le projet, et la chance que j'ai eue c'est de rencontrer le directeur du FRAC Alsace, qui est un FRAC, un Fonds régional d'art contemporain, qui était très branché à l'époque sur la liaison entre art plastique et danse. Et donc ce qui les a intéressés, c'était cette connexion. Et donc on a pu monter une exposition qui s'appelle « À fendre le cœur le plus dur », qui est tirée des mots que Chéreau écrit à son épouse à un moment dans une de ses lettres. Il lui dit « J'ai vu des choses à fendre le cœur le plus dur », et on a gardé cet extrait-là comme titre du projet. Et donc dans ce projet-là, on a montré l'archive de Gaston Chéreau, qui était, on s'est posé la question de savoir comment montrer cette archive. C'était particulièrement problématique parce que c'était une archive documentaire qui montrait des photos de violences coloniales et on ne voulait pas, en les montrant, redoubler, reconduire la violence dont elle témoignait. C'était quelque chose qui nous paraissait problématique et donc on a décidé par exemple notamment de ne pas montrer les photos au mur parce que dès qu'on met une photo au mur, elle prend une dimension artistique qui ne correspondait pas ni à l'origine des images ni à ce qu'elle montrait. Et donc on a choisi de montrer l'archive au sol sur une grande table qui était en fait un sismogramme. J'avais à peu près reconstitué la chronologie où il avait fait ses photos. Et chaque jour, on a mis les photos au jour qui correspondait. Donc vous voyez ici en bas de l'image par exemple un jour où il a fait beaucoup de photos. Et après la table se poursuit, il y a un blanc, ça veut dire que c'est un jour où il n'a pas fait de photos. Le jour qui suit, vous le voyez, on le devine, il a fait quelques photos mais beaucoup moins qu'auparavant. Et on a essayé comme ça, sur cette table-là, d'en faire un peu le sismogramme de son expérience, avec des temps forts et des temps faibles, parce que le correspondant de guerre de tout temps, aujourd'hui encore, quand il est sur le terrain, il y a des jours où il photographie beaucoup, il y a beaucoup de jours où il ne fait rien, où il est à l'arrière, où il vit autre chose, où il rencontre d'autres gens qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce qu'il faisait. Ça m'apparaissait intéressant de rendre tangible cette tension-là. Et sur la table, vous le voyez ici, on a mis aussi... au jour des photos, on a mis sous la table les articles qu'il avait publiés au même moment pour que le public puisse voir l'interaction entre les photos qu'il avait prises et la manière dont elles pouvaient être publiées dans la presse. Et donc dans cette exposition, le jour du vernissage, Emmanuel Egarmont est venu présenter la pièce qu'il avait écrite et qu'il a chorégraphiée à partir des photos, qui s'appelait Strange Fruit, qui est une pièce qui existe encore hein, et qui peut monter et qui tourne, alors qui tourne pas beaucoup parce que c'est un peu compliqué en ce moment, et la danse. Et donc on a aussi exposé l'œuvre de la plasticienne qui a travaillé sur l'archive, la plasticienne donc, qui a entre guillemets remplacé Mathieu Abonac, c'est Agnès Geoffrey qui a créé deux œuvres qui s'appellent Les Gisants. Donc vous voyez un peu les gisants au-dessus, et ce qu'elle appelle les regardeurs que vous avez en dessous, qui sont des œuvres créées à partir des photos de Gaston Chéreau. Jérôme Ferrari, lui, a écrit un essai dont il a gardé comme titre « À fendre le cœur le plus dur, les mots de Chéreau ». C'est un essai qui, vous le voyez, était écrit à quatre mains, donc aussi avec Oliver Rohe, parce que si au départ, Jérôme Ferrari avait dit qu'il était intéressé dès le départ, une fois qu'il a vu les images, et après, bon, il y a eu le concours aussi, et des éléments que je ne maîtrise probablement pas ont rendu l'écriture un peu difficile, et il a souhaité associer à l'écriture Oliver Rohe, qui est un écrivain que je vous conseille par ailleurs parce qu'il est moins connu que Jérôme, et Jérôme Ferrari, pour me convaincre de l'associer au projet, m'avait demandé de lire Un peuple en petit, qui est un très très beau livre parce qu'Oliver Rohe, il a un nom à consonance germanique, mais sa maman est née au Liban et il a vécu avec sa mère au Liban les années de la guerre civile, donc il avait vécu la guerre dans sa chair. Il a aussi fait un petit opuscule sur la Kalachnikov qui s'appelait Ma dernière création est un piège à taupe sur la Kalachnikov, qui est vraiment très très intéressant par ailleurs. Et donc ils ont écrit un essai qui est une réflexion à partir des photographies de Gaston Chéreau sur la photographie en général. La photographie de la violence coloniale, la photographie des violences politiques.
Est-ce qu'on peut les montrer? Est-ce qu'on doit les montrer? Si on les montre, comment les regarder? C'est un essai qui est assez intéressant parce que Jérôme Ferrari, outre le fait que c'est un très bon écrivain, est aussi professeur de philosophie. Donc très souvent dans ses livres, il y a une dimension, une réflexion philosophique, existentielle, qui est très très intéressante et qui, je trouve, ici est particulièrement intéressante sur la problématique des photographies. Et dans cette exposition-là, on a aussi décidé non seulement de montrer ces créations qui avaient été originales à partir de l'archive Chéreau, mais on a aussi décidé de montrer d'autres œuvres, d'autres artistes qui intervenaient sur les questions de violence coloniale, de mémoire, d'histoire. Donc vous avez les noms de certains de ces artistes qui sont exposés ici. Donc les plus connus, ben, c'est peut-être Kader Attia, qui est un plasticien français très connu, et il y avait aussi une œuvre de Rossella Biscotti que tu connais peut-être, qui est une artiste italienne, qui travaille aussi sur, qui fait aussi de la recherche, qui est aussi une chercheuse sur l'histoire du colonialisme italien, et qui est allée prendre des photos en 2015 sur les sites du colonialisme italien en Éthiopie, et où elle a retrouvé, et elle allait sur place dans des grottes où les Italiens avaient tué les Éthiopiens, et donc vous le voyez, où ils retrouvaient encore des restes de squelettes et de corps sur place, et donc elle les a pris en photo, et elle a créé en quelque sorte une archive de l'histoire, mais pas sur le coup comme Chéreau, mais après coup, et donc on avait trouvé cette œuvre intéressante. Et pour rendre tangible la présence d'Emmanuel Egarmont, le danseur qui pouvait être là pour le vernissage, mais qui après le temps de la durée de l'expo ne pouvait plus être là, on a installé, enfin une artiste, Elise Van de Waal, a créé une installation qui était un peu l'archive de la création, où on voyait un peu tous les matériaux qu'a utilisé le créateur, et ça rendait tangible aussi le fait qu'il y avait une création chorégraphiée. Donc là vous avez l'œuvre Les Gisants d'Agnès Geoffrey, je vais aller assez vite, où elle avait repris des photos de Chéreau où on voyait des cadavres, et ces cadavres très souvent étaient laissés sur le sol, abandonnés par les Italiens, et elle leur a donné une sépulture de soie, en emballant certaines de ces photos de papier. Certaines photos étaient ouvertes et d'autres découvertes, et dans tous les cas c'était posé au sol, et il fallait que le public se penche un tout petit peu dans un geste de recueillement en quelque sorte, pour voir ces images qui donnaient une sépulture à des gens qui n'en avaient pas eu. L'autre œuvre qu'elle avait créée, c'est donc Les Regardeurs, où elle a pris dans la pendaison publique deux photos, elle a reproduit en grand format les photos du public qui regardait avec d'un côté les Tripolitains, parce que les pendaisons publiques étaient passées comme des moyens d'instaurer la terreur et de dissuader les habitants de Tripoli de résister aux Italiens. Et à droite, vous avez en face de ces gens qui sont donc ici à gauche, vous avez, on devine un soldat italien et un homme qui est habillé donc avec un calot turc, qui est Asuna Pacha Karamanli, qui est un dignitaire d'une dynastie albanaise, qui avait dirigé la Tripolitaine, sa famille, jusqu'en 1830, qui ensuite avait perdu le pouvoir quand l'Empire ottoman avait repris le contrôle de la Tripolitaine, et qui, au moment où les Italiens reviennent, collabore avec eux en espérant que sa famille pourra regagner le pouvoir, et donc il est nommé maire de Tripoli, il collabore avec les Italiens, et donc il assiste aussi à la pendaison public. Et donc ici vous voyez, ce qui est assez intéressant toujours dans cette idée de réparer un tout petit peu l'histoire et la manière de questionner le regard qu'on peut avoir sur ces images violentes. Agnès Geoffrey donc a laissé en blanc au milieu la scène que regardent ces regardeurs, donc la scène de pendaison publique, pour justement la rendre tangible, et le public donc, qui était dans l'expo pouvait voir la photo qui manquait, mais sur le sismogramme, mais pas la voir au mur en tant que photo violente, et donc la photo, je vous l'ai mise ici, voilà, la photo à peu près du JB telle qu'elle apparaissait dans le... Voilà. Alors Jérôme Ferrari, donc il a écrit cet essai-là, je vais assez vite parce que il a aussi écrit ensuite son dernier roman, je ne sais pas si vous l'avez peut-être lu, parce que depuis il est devenu plus connu avec le prix Goncourt, qui s'appelle À son image, qui est un roman qui est construit sur une héroïne qui est photographe de guerre. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que Jérôme, donc, il a écrit À fendre le cœur le plus dur, et Jérôme et Ferrari et Oliver Rowe, qui est une écriture de commande, qui était faite dans le cadre du projet. Et après, il a continué à être inspiré, à être travaillé par ce questionnement-là, et le roman est un aboutissement en 2018, libre. Et donc là, je n'étais pas du tout au courant qu'il écrivait le roman. Il m'a prévenu quelques mois auparavant pour me dire qu'il avait continué à travailler sur la question de la photographie de guerre. Et donc son héroïne est une photographe corse, de Corse Matin, dans les années 90, et qui va aussi devenir photographe de guerre en Bosnie. Donc l'héroïne est une femme.
Mais il y a deux chapitres dans ce livre, à son image, où il y a deux incises historiques sur deux photographes qui ont réellement existé. Et donc il y a notamment une incise, un chapitre qui concerne Gaston Chéreau. Et ce qui est intéressant dans le glissement d'une création à l'autre, c'est que, pris par le temps, à fendre le cœur le plus dur, c'était surtout une exploration de l'archive photographique de Gaston Chéreau, parce que probablement que les photos, c'est plus facilement après, on peut les appréhender de manière plus facile que les lettres. Donc, tout le reste de l'archive écrite, les lettres, Jérôme Ferrari et Oliver Rowe ne les ont pas trop exploitées. Par contre, ce qui est intéressant à son image, c'est qu'il glisse de la photo vers les lettres. Et donc là, il est dans le roman, donc Gaston C, c'est le contrepoint fictif de Gaston Chéreau. Et il utilise les lettres qu'a réellement écrites Gaston Chéreau à son épouse, des extraits qui sont en italique, donc on distingue du reste du texte. Et donc c'est un livre qui va être adapté au cinéma, qui est en cours d'adaptation au cinéma par Thierry de Peretti, qui devrait sortir en 2024 ou en 2025, probablement avec une trame narrative qui sera de suivre l'histoire contemporaine de la photographe et probablement pas les incises historiques, les deux qui perturbent un peu le récit, mais toujours est-il que c'est un aboutissement donc, qui se prolonge. Je me suis permis de mettre en dessous, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire entre-temps, c'est qu'une fois qu'il était d'accord pour travailler sur le projet et que je l'avais vu, Jérôme Ferrari m'avait demandé si je connaissais l'écrivain italien Marcello Fois, qui avait mis en scène sous forme romancée les exécutions et les pendaisons tripolitaines, qui, vous le voyez, donc si vous l'avez lu, il le faisait de manière très très crue. Et donc j'ai dit à Jérôme que je ne connaissais pas cet écrivain, et j'ai peut-être là une des explications qui font qu'ils n'ont pas, Jérôme Ferrari et Oliver Rowe ont choisi la forme de l'essai et pas du roman. C'était la première fois que Jérôme Ferrari quittait le roman, et probablement qu'il a pensé que la forme romancée n'était pas une forme qui était adaptée à l'archive et à l'archive documentaire qu'il avait, et il se voyait mal, j'imagine, imaginer une fiction de quelque chose dont il avait les preuves, l'empreinte d'une trace réelle qui était tragique, et peut-être aussi qu'il s'était dit que cette partie-là de l'histoire de la Tripolitaine et de la Libye avait déjà été évoquée par un écrivain italien, et qu'il n'était pas question de faire quelque chose de redondant. Donc aujourd'hui, là où j'en ai, je fais la transition avec ce que va faire Alessandra, c'est que l'idée, vous l'avez remarqué, c'est que dans ces différents pays, l'archive photographique de la Tripolitaine prend une dimension politique et mémorielle qui est différente. Donc ici, vous avez une photo qui est assez connue, qui montre Omar al-Mukhtar, parce que la guerre dont Chéreau témoigne en 1911, en fait, elle se termine officiellement en 1912, parce que l'Empire ottoman fait très vite la paix avec les Italiens, parce que comme les Balkans se réveillent, ils ont plus de soucis dans les Balkans qu'à Tripoli, et que leur armée, pour qu'elle soit entièrement mobilisée en Europe, il faut qu'ils fassent la paix avec les Italiens. Donc ils font la paix officiellement avec ils font la paix avec les Ottomans, enfin les Ottomans font la paix avec les Italiens, ils abandonnent la Tripolitaine aux Italiens, mais les Tripolitains, qui vont devenir les Libyens, parce que l'Italie, une fois qu'elle contrôle le territoire, lui redonne le nom de la Libye romaine de l'Antiquité. Et donc les Libyens, eux, vont continuer à résister sous forme de guérilla très longtemps, et c'est seulement 20 ans plus tard, en 1931, avec l'arrestation d'Omar al-Mukhtar, un chef de tribu Sénoussi, qui était le plus actif dans la résistance, qui contrôle vraiment ce territoire-là. Et donc on est passé en 1911 de l'Italie libérale à l'Italie fasciste entre-temps, donc là avec la colonisation sous Mussolini, c'est encore une forme de violence qui était accentuée. Donc ces images-là, elles peuvent réveiller des choses en Italie, en Turquie, et aussi en Libye. Donc là c'est une image qui vous montre Kadhafi quand il a été reçu par Berlusconi, et vous le voyez qui porte sur son uniforme cette image qui avait été prise par les Italiens de Omar al-Mukhtar captif, et c'était une manière pour lui d'afficher une forme de revanche à un moment où ils revenaient en partie en Italie aussi pour régler cette question coloniale. Et c'est une question qui est particulièrement sensible. Je vous ai mis ici l'extrait d'un propos récent, au mois de septembre 2022, de quelqu'un qui appartenait à Forza Italia, qui depuis, sous le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, aujourd'hui est rentré au gouvernement, et qui expliquait, vous le voyez, je le souligne en bleu, le fait qu'il a réactivé le mythe de ce qu'on appelait Italiana brave gente, c'est que très souvent ils ont avancé ce mythe que le colonialisme italien aurait été moins brutal que le colonialisme français et anglais, et donc en jouant un peu sur des références et des stéréotypes sur la latinité, le fait que les Italiens sont assez cool et gentils, et donc là ça vous montre, et c'est un mythe, vous le voyez, que
que l'homme politique réactive complètement en disant dans cette phrase, contrairement à la France, nous n'avons pas un passé colonial qui engendre la méfiance. Donc c'est une manière aussi de dire, et c'est là où je fais passer le relais. Alors tous les Italiens ne pensent pas ça, il y avait des artistes, notamment Ricci Lucchi et Giannica, qui sont des cinéastes italiens qui ont aussi écrit Pays barbares. Donc les Italiens ont conscience, et vous avez vu tout à l'heure le roman de Marcello Foïs, donc il y a des Italiens qui ont bien conscience que leur passé colonial est aussi un passé brutal, mais c'est un passé qui en Italie est largement oublié, en tout cas la colonisation initiale de la Libye, en partie parce que les violences du fascisme ensuite ont recouvert d'une certaine manière, ont invisibilisé cette histoire-là. Et donc l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de ce retour à Tripoli. Pour moi, c'est une manière de déprivilégier l'archive et de la partager cette fois-ci non plus avec des Français. L'archive, j'en parle en termes de privilèges, je reprends ici un peu les termes dont Derrida en avait parlé, je l'ai mis ici dans le mal d'archives, où Derrida explique en quelque sorte que l'archive est aussi porteuse d'une autorité qui quelque part est à voir aussi avec l'autorité la domination coloniale. Et en lisant ces textes-là, je l'ai particulièrement ressenti parce que donc Chéreau est allé à Tripoli faire des photographies en étant français, invité par les Italiens. Quand il est rentré en France, il a versé ses archives dans une institution publique qui est française, où j'ai découvert ces photos, moi, à Montpellier ou à Paris, dans les institutions françaises, je suis français, et je les partageais avec des artistes français. Donc malgré tout, ça reste toujours une archive qui est regardée d'un point de vue particulier. Et les interprétations qu'on a pu proposer, à la fois moi dans le livre Réveiller l'archive d'une guerre coloniale en tant qu'historien et les artistes en tant que créateurs, c'est forcément un regard qui est déformé par le point de vue dans lequel nous sommes. Et l'idée de ce retour à Tripoli, c'est entre guillemets de déprivilégier l'archive, c'est-à-dire de casser ce privilège d'avoir pu faire les photos, d'avoir pu les conserver et d'avoir pu les regarder, en maintenant les partageant, les restituant en quelque sorte avec les acteurs directs des événements, donc aussi bien des Turcs qui sont les continuateurs de l'Empire ottoman, des artistes italiens et bien sûr aussi, je l'espère, des artistes libyens et dans une moindre mesure tunisiens, parce que c'est une guerre, il y avait beaucoup d'Italiens en Tunisie, qui a débordé aussi sur la Tunisie. Donc mon souhait, ça serait maintenant que cette archive soit le point de départ d'une création et d'un dialogue avec des artistes issus de ces pays-là. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai contacté notamment Alessandra, qui va nous parler non pas alors de ce qu'elle va faire de l'archive de Gaston Chéreau, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, peut-être que ça n'aboutira à rien, et parce que c'est vrai que quand j'avais constitué ma petite équipe de 4 personnes, les 3 artistes et moi-même au début en 2011, on ne savait pas ce que ça allait donner. Finalement, ça aboutit plus tard, l'exposition c'était 2015-2016, le livre de Jérôme Ferrari aussi en 2015, à son image 2018, donc c'est des choses qui prennent beaucoup de temps, qui auraient très bien pu ne pas aboutir, donc là on ne sait pas, mais l'idée c'est d'essayer malgré tout d'en faire le point de départ d'une création aussi, et d'une réflexion dans un contexte particulier avec des artistes qui sont impliqués là-dedans. Et donc Alessandra, si je l'ai contactée, c'est parce qu'elle questionne aussi en tant qu'artiste-chercheur le passé colonial de l'Italie. Mais le mieux, c'est qu'elle parle un peu de son travail, et ça vous donnera peut-être une idée sur la manière dont on envisage de traiter l'archive à l'avenir. Voilà, merci. Bonjour, je vais parler anglais. I hope it's fine. I'm gonna try not to speak too fast. If you can't understand, ask. So I have another PowerPoint. While he's setting that up, I'm just going to introduce myself. So first of all, I'm an Italian artist, but I've been based in London for the past 20 years. So I have basically, my formation is very much British. The tools and the sort of way I work is very much informed by, let's say, visual culture, British, like Anglo-Saxon, Anglophone visual culture especially. And in fact, I have a mixed background both in fine arts and visual culture. And the work I'm going to tell you a bit more about today is part of my practice-based PhD. So this morning, we heard a lot about, what was it,
action research. No, what would you call Recherche-action. it? Yeah, well, c'est ça. We call it practice-based research, and in the UK it's been about 40 years now that it's been institutionalized. So there's a lot of courses, a lot of debate on how to conduct it within academia. And so I do very much work across writing, theory, and my practice, which is framed by the notion of the essayistic. So let's say I work with essay film and the idea of expanding it and sort of hybridizing the documentary medium. And my work is all focused on Italian colonial history, fascist heritage as well. I kind of criticizing that, not endorsing it. And you never know. So you have to make the point. And for me, it's a realization that really came from encountering, living with a Libyan person just over 10 years ago, and discovering that Italy had colonies, because nobody ever taught me that in school. And so this, I took quite a long time to sort of self-teach, kind of really educate myself around these issues, and then I eventually ended up making a film, which was supposed to be an education project. So I do work in schools as well to try and reinsert the curriculum in Italy. It's not an easy thing, it's very political, but through art we kind of managed to sneak it in. So this project that I'm talking about is my, as I say, PhD research that I'm just finishing now. It's taken 6 years, so it's quite a long process, and has this is the title of my thesis actually, which is Gaddafi in Rome, Dissecting a Neo-Colonial Spectacle. The spectacle I'm talking about is the picture that also Pierre just showed us, and it's a picture that showed Muammar Gaddafi meeting Silvio Berlusconi in 2009. This is the very first time that Gaddafi actually stepped foot on Italian soil, basically 40 years after he took power. And this is part of a celebration of the Treaty of Friendship, Partnership and Cooperation between Italy and Libya that sanctioned a lot of important things that are really having a big impact on the present, like the bilateral agreements of migration, which is basically the pushback of migrants back to Libya, where they're incarcerated in detention centers, where the human rights completely violated, and that the Italian government keep renewing. Last time they were renewed, it was last November. And to enable this Libya's cooperation in that, Italy promised a lot of sort of recreated a very colonial script by guaranteeing infrastructural work, which basically reconstructed the Via Balbia, which was the fascist motorway, sort of. So, and also by part of the package were colonial reparations as well. And a lot of the things I've been looking at is language, the language that the legal system is used, especially in international relations, when the colonial past is involved, and how the colonial past is manipulated and sort of used. And so, but both by Berlusconi, in this case, but also I've been looking as well at how Gaddafi sort of exploited the anti-colonial struggle as a way to sort of to embrace it, to say, I'm the legacy, I'm the heir of the anti-colonial legacy, and by doing that, so sort of very much abusing this image that you can see here to find a way to get consensus from his people. So what you find is that the anti-colonial resistance has been completely manipulated on both sides of the sea, so on the Italian side and on the Libyan side. In the Italian side, it's mostly been obfuscated, cancelled, sort of completely erased. And this picture here is from 1931, and it symbols the end of the Libyan genocide, which is something that not many people know, but actually there was a systematic killing of the Senussi population, which was in the eastern part of Libya, in Cyrenaica. So Italians, they built concentration camps, they used chemical weapons and so on. And so I've been dealing a lot with the memory of the genocide and how it's been censored and how it's been also
how certain people try to bypass the censorship at the time. We are under fascism, as Pierre was pointing out before in this picture. And for me, a lot of the work I do as well is looking at how can I, as a white person who's actually obviously benefiting from this sort of legacy with a European passport, and how can I talk about the Libyan genocide without completely being re-traumatizing or exploiting images of violence. So a lot of the work I do is also trying not to recirculate those imagery and find other ways to sort of becoming accountable towards this history. So now, going back to this work comes, my PhD came out of two things. This image, which is sort of two images in one image, so the image pinned to Gaddafi's chest, and the picture of the two together, and the other, yeah, you can go now. And this is an archive of news updates. So throughout the 3 days that Berlusconi and Gaddafi met in Rome in 2009, this newspaper, just very popular, it's the second most read newspaper in Italy, and is supposedly from the left wing, not anymore, but sort of really indulged in the reporting of the event, so much so that they were posting even every minute, and then they archived it online in a very special way. This is just a fraction, and each of these title lists can be clicked and it expands. And my premise in my work was, can I turn this into a film script? Because it looks like it's a very detailed chronicle of the event, and what does it mean, and what kind of language as well the left uses to talk about colonialism, because generally there is the idea that, oh, we are leftists, so we are not racist, so we know all about these things, and actually it's not the case at all, and the language is very orientalist as well. So a lot of the work has been trying to understand how I could use this material, and then slowly I started to use this word dissecting the event. So I started to think about how do you approach a spectacle, because this is like a spectacle of international relations, the 3 days. So there's a lot of things happening at surface level, even in the language of the live news updates, because we know like how quick news, they're so condensed, they don't say much, there's no context. So even when they mention Italian colonialism, they never really explained. And given that Italian people, most of Italian people do not know anything about the colonial past, it becomes very difficult even for Gaddafi's gesture of wearing Omar al-Mukhtar's image to have any impact or generating any discussion. So I'm going to go very fast because we are, quite late. Just to say, I created a film in three. Can you go to the next one? Next one. Yeah. So the final work, there's been different parts. I tested the film in very different ways. In the end, I produced 3 films, 20 minutes each. There are 3 acts, because each day is an act, basically, and it does really follow the 3-act structure, the way it goes. So I look at Gaddafi arriving to celebrate friendship between Italy and Libya with an image of colonial violence as an inciting incident. And then there is, protests and so on, and then there's a sort of resolution which is all around economic deals in the end, of course. And because obviously this is neo-colonial deal, so this is all there is. And I presented it in Rome at Maxi Museum, not sure if you know, and it was part of this prize called Maxi Bulgari Prize, which you won. Weirdly enough, with the political climate, I had threats and internal pressure as well, but the international jury, kind of came through for me. So, can you go to the next? So just to start to wrap up, this film concentrates a lot on trying to turn the news feed into a film, and so I did a lot of experiments on how to translate it, and this returns throughout the film and guides the narrative and the way I'm then dissecting it and sort of analyzing it. And all the research around I'm gonna go, so there's a lot of material that I collected, and ultimately the work tried to go across 100 years.
and really connect the from 1911 to today and look at the kind of colonial continuities. And in terms of how I want to push this and work with, in terms of working with Pierre, is that the fact that I've done a lot of research around journalism and around technology, especially wireless technology, because 1911, which is the Italo-Turkish war that Pierre has been talking about, is a moment in which a lot of technological advancements, but a lot of new technologies are developed. In Italy, Libya especially is a place where they test a lot of this technology, like the very first aerial bomb is dropped onto Libya. The first photograph taken by a plane is taken on Libya's soil. But it's also a moment in which journalism become really embedded and become more and more sort of real time for the time. And Guglielmo Marconi had a very big part in this because he was actually part of the army and he tested the wireless technology and radio technology on a very large scale in Libya during the war. So at the moment I'm working on this moment, which is also Italy's 50th anniversary, where so you've got the very first 50 years and you've got all the seeds, let's move on, all the seeds of sort of Italian proto-fascist thinking. So fascism just accelerates what's come out of the campaign in Libya. And I'm looking at different connecting that moment through different technological and imaginary and parts of the imaginary of the time. So because the war has an impact on filmmaking, for instance, like Cabiria, well, here we go an ex voto, but I'm not going to go into that. And just to say that, and then I'm working on radio, and France is interesting comparison for me because there is a whole history of broadcasting in Arabic that Mussolini starts doing in the northern, in North Africa, and then is taken up by the British and by the French with Radio Alger, but also the very first BBC Arabic broadcasting. And these Berlusconi, sorry, I always switch Berlusconi and Mussolini in my head, and Mussolini Mussolini was doing anti-colonial propaganda to try to get the local people to revolt against the British and French so that he could swoop in. And so I'm looking on this, so it is sort of looking at Marconi and looking at how this moves on into a lot of other issues like radio and the history of radio. And finally, just to say that I've worked in Marseille before during Manifesta, and I work on the relations between Italy, France, and the British Empire. This was more to do with the 1935 and the Abyssinian War. But to me, it's very important to talk about imperialism in a comparative and related way, rather than looking at isolated cases, because Italy's case is often dismissed because apparently size matters in colonial history, still today. But the thing is not because it was not as as prolific in those kind of colonial terms, that it wasn't as impactful in terms of also and as violent. So for me, it's very interesting to be in France doing this kind of research, to kind of really look at how empires were connecting and working together. Sorry, I took a lot. I thought I was going to be fast. Avant de faire une pause, on va peut-être prendre les questions que vous avez pour nos trois intervenants que je remercie pour avoir aussi évoqué d'autres types de collaborations. Avant d'entendre Christophe Broca et j'ai oublié son prénom. Et Paul-Emmanuel, j'allais dire Pierre-Emmanuel Audin, qui concluront cette journée. Oui, moi j'avais une question sur l'état de la Tripolitanie en Libye. Et si je peux, comme vous voulez, je peux la poser en anglais, en italien ou en français. Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. No, I can speak in English if you want. It's okay. Try in French. Okay.
Alors, je voulais vous poser la question. La question, c'est la suivante. Effectivement, moi, je suis italienne et je suis effectivement, mes grands-parents, mon grand-père était effectivement, faisait partie, il est né effectivement à Tripoli, donc il faisait partie effectivement, il a participé à la colonisation de la Libye. Et dès ce que j'ai vu effectivement toute ma vie en Italie, je veux dire pour tous mes 20 ans, les seuls rapports que j'ai eu effectivement avec la colonisation italienne, c'était effectivement, et la honte de la colonisation, c'était effectivement seulement à travers les souvenirs de mon grand-père. Mais par exemple, il n'y a pas un moyen en Italie d'avoir des informations sur ça, même que j'ai fait, je veux dire, dans les écoles, même dans l'université, on n'a pas eu un moyen d'en parler de la colonisation en Italie, chose que je sais c'est une chose qui ne passe pas, par exemple, en France ou en Angleterre. Donc je voulais savoir si vous avez effectivement l'idée de porter ces projets que vous réalisez sur la colonisation italienne dans les écoles italiennes, justement pour normaliser et pour informer les enfants, effectivement les étudiants et les étudiantes sur ces thèmes. Merci. Yeah, thank you. Merci. Yeah, I've been doing this since the first film. I do school teachers' parks, different kind of projects. And now, because I've become more known, it's easier for me to take you to the schools because I work with bigger museums and, you know, but at the beginning it was very difficult. And I had to try and propose filmmaking workshops because they would allow me to go to the schools with that. But no, if I go straight with the, you know, colonial history. And there are people now talking. There was a massive thing now in February in Rome to try and institute a Memorial Day for the victims of Italian colonialism. So there has been in the last 2-3 years some more public discussion, I think, also as a result of Black Lives Matter and the whole kind of conversation around Montanelli's statue. I don't know if you heard that. But. So yeah, so it's a bit better, definitely, but obviously not as, you know, we don't know as well what's going to happen now with the new government, where they started already changing some of the funding parameters, talking about national identity, you know, kind of artists having to talk about national identity, and, you know, we know the kind of national identity we want to talk about. So yeah, so there are good things happening and potentially very bad things happening. Oui, je voudrais juste rebondir d'abord pour dire que le livre de Jérôme Ferrari à son image, avec la petite partie sur Chéreau et la Tripolitaine, a été traduit aussi en italien, donc ça s'appelle A Sua Imagine, donc il est disponible aussi pour le public italien. Mais ce qui est assez symptomatique comme question que vous posez, d'abord c'est peut-être de rappeler que si votre grand-père est né à Tripoli, c'est que pour les Français, un peu, la Tripolitaine et la Libye, c'est l'équivalent de l'Algérie. C'est-à-dire que la France, dans toutes ses colonies, n'avait qu'une colonie de peuplement, l'Algérie, et donc c'est un peu l'équivalent pour les Italiens. La propagande en 1911, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est encore dans le contexte d'une Italie qui est quasiment féodale, avec dans le sud de la péninsule des paysans très très pauvres, une violence endémique très très forte, et la propagande italienne, elle vante la conquête de la Libye, et non seulement le retour des Romains dans la Libye de l'Antiquité, mais aussi elle le vante comme un moyen de reprendre possession d'un pays de cocagne, d'une oasis où les paysans sans terre du sud de l'Italie pourront aller travailler, s'enrichir, et c'est une manière de régler la question démographique au moment où, dans le même moment, vous avez beaucoup d'Italiens qui émigrent en France, en Belgique, ailleurs aux États-Unis, et donc c'était aussi une manière politique de régler cette question-là. Et ça explique aussi une partie de ce que vous dites avec une sorte de trauma colonial, c'est-à-dire que le retour en Italie, ce Kadhafi, il a obligé les Italiens à repartir, je crois, hein. Donc c'est un peu comme l'équivalent des pieds noirs. Donc ça explique en partie aussi ce traumatisme-là. Et pour vous montrer que ce traumatisme-là, il concerne aussi un tout petit peu la France, c'est que quand mon livre est sorti, enfin l'archive de Chéreau, en 2018, j'étais à Rome à ce moment-là, et donc je suis allé à l'Institut français parler du livre et voir si on pouvait faire une petite présentation.
Donc j'ai été accueilli par la libraire qui était italienne, qui a trouvé le projet très intéressant, notamment avec la présence de Ferrari, qui depuis avait eu le concours. Et elle m'a dit oui, revenez, on va présenter le livre. Et 2 jours plus tard, j'ai eu un mail de sa part, très gêné, qui me disait bah, finalement non, on ne va pas pouvoir le montrer. C'est parce que les images qu'elle avait trouvées intéressantes, même si ça la confrontait à une réalité qu'elle ne connaissait pas forcément, le directeur ou la directrice de l'Institut français, qui est un diplomate français, lui a considéré qu'on ne pouvait pas montrer, au risque de l'incident entre guillemets diplomatique, ces images-là. Donc vous voyez que les connexions sont assez intéressantes à ce niveau-là. Merci. Je voudrais m'adresser plus au sociologue que vous êtes, M. Monadolfi, hein, le président de l'association qui lutte justement contre la pollution, le sol étant le dernier milieu naturel qui ne soit pas protégé. C'est plus au sociologue que vous êtes que je m'adresserai en disant que pourquoi c'est un problème comme le nôtre, par exemple, reste-t-il durement invisible? Pourquoi les décideurs publics semblent-ils attendre qu'un énorme scandale éclate pour se sentir contraints de leur apporter des réponses politiques? Comment expliquer que les intérêts persistent en leur endroit au point qu'ils deviennent ce qu'on peut appeler des non-problèmes? Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez un peu de ça. Je vais avoir du mal à vous répondre, monsieur, parce que je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions-là. Donc là, nous, notre idée, c'était de voir comment des chercheurs en sciences sociales, entendus au sens large, parce qu'aussi en droit, pouvaient collaborer avec des artistes. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la rencontre finalement entre David Dohard et Martin Baudot, qui a permis de rendre visible un problème qui n'était pas, c'est-à-dire cette forme de médiatisation qui a été donnée. Après, moi, je ne connais pas du tout cette question-là et je ne peux pas vous répondre, pour le coup. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Je peux peut-être t'aider un tout petit peu, Isabelle. Une des raisons, je crois, qui rend le dossier invisible, d'abord pendant 10 ans, c'est étrange, hein, on peut se dire pourquoi il ne se passe rien pendant 10 ans, même après la fermeture. Parce qu'en fait, je crois fondamentalement que l'emprise de Metal Europe sur le territoire est tellement importante que même 10 ans après, ça a du mal à sortir. Et là, ça interroge certainement sur des phénomènes, à mon avis, de domination extrêmement complexes, mais qui relèvent effectivement d'une analyse sociologique, pas du juriste, sur le fait qu'à un moment donné, moi j'ai eu aussi le sentiment en discutant avec les uns et les autres, qu'il y avait une intériorisation de la situation et du fait qu'on ne parlait pas et du fait qu'on ne contestait pas. Bon, il y a ça. Il y a encore une autre raison qui me fait dire que, et ça c'est pas une histoire de gravité, c'est pas plus grave, c'est pas ce que je veux dire, mais ça relève du scandale d'État et ça je pense que il ne faut plus hésiter à le dire. On a Metal Europe, mais on n'a pas que Metal Europe Nord. On a la même situation aujourd'hui en PACA. Et on a la même situation à Toulouse. Et on retrouve les mêmes stratégies de défense de l'État. C'est-à-dire l'ARS qui relativise les conséquences sanitaires. Les préfets qui ne prennent des décisions que contraints, forcés à la dernière minute. Tu sais comme moi que par exemple à Lille, dans l'affaire Eastside, donc là on a une pollution, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais sur une 40aine d'hectares, en plein centre de Lille, avec une usine encore exploitée. Et avec là des seuils aussi à 1000 ppm de plomb. Le préfet a finalement, contraint et forcé, pris des arrêtés dessus. Pour le coup, il les a pris, les fameux arrêtés qu'on n'a pas eu à Metal Europe et qui vous a empêché d'être indemnisé. Là, il les a pris contraints et forcés. Pour PACA, on se rend compte que des analyses ont été lancées, mais qu'en même temps, les stratégies de communication, parce qu'il y a des vraies stratégies de communication de l'ARS,
de l'Agence régionale de santé sont exactement calquées sur celles qui ont été utilisées en Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire, on nous explique qu'on ne doit pas raisonner individuellement pour les enfants touchés, mais statistiquement. C'est terrifiant. C'est-à-dire, on va nous dire, c'est pas bien grave, quoi. Et vous avez des analyses statistiques alors que vous avez une dizaine de gamins effectivement touchés, ou 80 gamins dans notre cas. Et on a même un travail sur la définition des seuils au niveau étatique. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, par exemple, l'actuel directeur de l'agence de... non, pas l'ARS, au niveau national. L'ANSES. Ouais, l'ANSES, voilà. Le directeur de l'ANSES actuel est l'ancien directeur de l'ARS qui lui-même nous a mis sur une voie de garage concernant la dépollution de Métal Europe. Et l'ANSES fait l'objet d'une demande d'avis sur un niveau de contamination des enfants à prendre en compte pour des pertes de QI par le ministère. Le ministère étant embêté par un seuil, interroge l'ANSES, et l'ANSES lui dit oui, effectivement, ce seuil n'est pas bien important. Et tous les scientifiques spécialisés en épidémiologie disent bah, si 12 microgrammes de plomb dans le sang, c'est nécessairement une perte d'un point de QI. Et le ministère va se faire produire par l'ANSES un avis qui dit non, on doit relativiser ça, on ne peut pas en faire une norme. Bon. C'est-à-dire qu'on est bien sur un scandale d'État où en fait le plomb, il y a eu des travaux là-dessus aussi qui ont été faits, le plomb a une place dans l'histoire industrielle française telle que l'État était entre le pollueur et le pollué et à réglementer, à très mal contrôler parce qu'on avait affaire à des industries qui avaient qui étaient irrémédiablement polluantes et on ne pouvait pas les encadrer, si ce n'est en les interdisant. Et donc, comme on considérait stratégiquement on en avait besoin, on les a encadrés, entre guillemets, en donnant des autorisations pour polluer. Et évidemment, en fin d'exploitation, ça reste des sociétés capitalistiques. Qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent la clé sous la porte, elles laissent le passif, et évidemment la collectivité, avec son lot de contamination. C'est effrayant. Mais là où c'est extrêmement contemporain, je crois, c'est que ça s'avère systématique dans le traitement. Et moi, j'insiste comme avocat sur un point tout simple. J'ai quand même affaire en face de moi à un État qui a changé dans ses stratégies de communication. C'est-à-dire que ce que je voyais il y a 10 ans, je pense que, vous savez, à un moment donné, on a dit on est décomplexé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Bon, très bien. Hein. Bon, eh bien, aujourd'hui, les préfets, les directeurs d'ARS n'ont plus de pudeur à communiquer de façon, et là je pèse mes mots, vulgaire, grossière, et à prendre les gens pour des imbéciles, et ça marche. Je pense que de ce point de vue, si on parlait du traitement par le reporter de l'affaire, heureusement que Martin était là, je ne peux pas en dire autant de l'AFP. Je veux bien contribuer aussi à une réponse à votre question. Ce n'est pas du tout mon domaine de recherche, puisqu'on est sociologue de l'éducation, mais la question que vous posez, elle est traitée par tout un champ de recherche qui s'appelle l'analyse de la construction des problèmes publics. Et il y a énormément de travaux super intéressants là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, vous pouvez lire les travaux de Gusfield là-dessus. Et donc l'idée, c'est qu'au fond, l'importance, la gravité d'un problème, on va dire objectif, n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est une mise en forme du problème dans l'espace public. Et c'est vraiment l'objet de toute une construction sociale qui va demander des alliances entre acteurs, qui va demander de choisir les bonnes données, de construire les faits. Il faut construire des faits, et c'est ça que vous faites, vous exhumez des faits, ou vous critiquez la manière dont le politique ou tel autre acteur construit les faits, les met en forme, les met en scène. Donc la vie publique n'est qu'un grand théâtre finalement où des récits s'opposent et ces récits vont construire l'histoire et construire les faits autrement. Et donc là, il y a une alliance entre des acteurs possibles. Et finalement, je trouve que la journée d'aujourd'hui, c'est le rôle des chercheurs et des artistes dans cette construction de récits, dans changer cette mise en forme des problèmes publics.
Hein, et donc là, on voit aussi que le juriste a beaucoup à faire dans ce jeu-là, les médias. On voit aussi la place des émotions. Qu'est-ce qui va faire émotion dans votre récit? C'est les enfants. Donc comment produire un récit qui va toucher des cordes sensibles de la société ou des points de non recevables? Enfin voilà, mais il y aurait plein de choses à dire, mais... ça a été le point de basculement, les enfants. Ouais, quand les enfants sont revenus dans le dossier, entre guillemets, parce qu'on les avait oubliés et qu'on n'avait pas la dimension, entre guillemets, sanitaire du dossier concret, palpable, on n'était pas écouté, alors qu'on avait tous les éléments objectifs. C'est-à-dire qu'un historien, je pense, qui serait tombé sur les boîtes d'archives sur lesquelles je suis tombé, aurait eu un regard dans son travail d'historien où, objectivement, il aurait dit « Ah oui, je comprends, cause, effet ». Et voilà. Par contre, le dossier bascule quand on a effectivement des cas de saturnisme. Avant, il ne se passe rien. Et le juge n'entend rien. Et c'est très surprenant de... alors là, moi, j'en tire aussi des conséquences très lourdes sur la justice administrative. Et depuis le début dans ce dossier, je dis qu'on ne sera jugé qu'à la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai aucune confiance, je le dis en off, mais je l'ai déjà dit ailleurs, donc je m'en fous. Je n'ai aucune confiance dans le fait d'être bien jugé par le juge administratif français. Et je suis pour l'instant seulement devant la Cour administrative d'appel. Je dois encore aller au Conseil d'État, j'épuiserai les voies et délais de recours, ils le savent, et on ira devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce dossier est le dossier emblématique de la pollution en France sur les sites historiques. Moi, je voudrais juste faire une petite intervention qui va paraître un peu légère par rapport à Merci. L'importance du sujet et au côté dense, mais plutôt pour interroger la forme aussi de la présentation que vous venez de faire. Et au-delà du choix des sujets, c'est-à-dire quand on s'intéresse aux enfants, effectivement, tout d'un coup, ça draine une émotion. Mais je pense que le média et l'endroit aussi où on propose de parler de ce récit est terriblement important. Le contexte, je vois ça par rapport à notre travail. Nous, on a travaillé sur l'orthographe à un moment sur des sujets dont on parle depuis 40 ans et qui, dans les universités, sont hyper connus de la relativité, de l'importance du code graphique, par exemple. Mais que c'est le jour où on a commencé à faire du théâtre, ou éventuellement d'autres gens ont fait des capsules vidéo ou des choses comme ça, où le média a complètement changé, le public, et du coup a eu un rapport à ce problème qui a été amplifié. Et je pense que dans la forme même, la question que je poserais, c'est est-ce que vous avez eu une réflexion sur la qualité oratoire que vous déployez, puisqu'on sent que c'est votre métier, que vous faites quelque chose de très... Est-ce qu'il y a eu un travail sur la présentation que vous nous avez faite du cas? Et est-ce que, je pense par exemple à l'idée de la brute et du truand, il y a une vraie construction narrative dans votre récit qui est tout à fait captivant pour ces raisons-là. Et si, dans le rapport avec le documentaire notamment, il y a eu une réflexion là-dessus, ou c'est simplement le fruit de votre expérience aussi de juriste, enfin de... Il y a un mot que j'ai oublié d'employer, c'est objectivisation, puisque quand on parle de la stratégie judiciaire sans vouloir, et je n'ai pas le droit évidemment de trahir le secret professionnel, puisque le dossier en plus est ouvert, mais vous comprendrez juste un point comme pour vous répondre, hein, et pour titiller les sociologues, parce que je pense que là-dessus ça va les intéresser. Je pense qu'il fallait objectiviser la pollution et encore plus la rendre visible. Et ce que j'ai derrière à l'esprit, c'est évidemment l'affaire du siècle, où ils ont eu un coup de génie. Pas génie sans bouillir, mais c'est un coup de génie pour moi quand même, parce qu'ils arrivent à obtenir une décision historique en France, bon alors après plein d'autres juridictions qui se sont prononcées, pour s'entendre dire que la trajectoire pour satisfaire aux accords de Paris est opposable à la France et que le gouvernement a mal travaillé. Et l'affaire du siècle, finalement, arrive à obtenir une décision du juge sur un truc un peu improbable qui ne se voit pas, la pollution de l'air. Sauf que depuis une dizaine d'années, ils y travaillent, effectivement, pour objectiviser, entre guillemets, la pollution de l'air. Les Parisiens eux-mêmes ne respirent plus, on le sait, et les juges qui ont jugé de ça sont parisiens. Le juge respire. Et l'idée est toute simple, c'est qu'à un moment donné, quand le juge sent lui-même la pollution le toucher, il n'a pas la même réception au problème. Et toute la difficulté des dossiers de pollution,
c'est d'objectiver le risque. En plus, sur des sujets qui sont extrêmement complexes, parce que la vérité environnementale, elle est elle-même complexe. Donc, il y a plein d'instrumentalisation autour, on le sait. Mais là où je pense qu'il est capital dans ces dossiers de trouver un moyen d'objectiver. Et effectivement, nous, on a une difficulté qui est commune avec l'affaire du siècle, c'est que le débiteur de la remise en état, ça ne peut être que l'État. Personne ne peut l'assumer. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils viennent de se casser les dents il y a 3 jours sur Total. La mise en cause de Total n'a pas fonctionné. Ils avaient essayé, bon, ça n'a pas fonctionné. Le juge des référats a dit non, non, je ne peux pas, je suis trop petit juge, c'est assez révélateur pour pouvoir juger. Et dans l'affaire, au point de départ avec Bruno, on a un résultat devant le juge fiscal. Mais je vous le donne en mille, hein, le juge fiscal. Moi, je suis sûr qu'il habitait sur le territoire. Le deuxième juge qui m'a jugé, le troisième, il prend le TGV pour venir de Paris. 2 fois par semaine au théâtre. Celui-là, il n'y a pas de danger que ces petits-enfants piétinent le terrain. C'est aussi cette question qui est fondamentale. Et je pense que, c'est un petit scoop, mais pour la semaine prochaine, je demanderai le passage en grande chambre. C'est-à-dire que c'est très gonflé, ça ne se fait pas, c'est encore une fois pas politiquement correct, mais le président du tribunal administratif a dit en début d'année que c'était une des grandes affaires qu'avait à juger le tribunal. Donc moi, si on me dit ça, j'y vais, je vais demander à passer en grande chambre, et on verra bien ce qui se passera, hein, puisque c'est une grande affaire. Et très très franchement, il ne faut pas qu'on soit désenchanté, parce que le travail doit être fait. Mais effectivement, autrement, par tous les moyens, les canaux légaux, certes, en mobilisant d'autres registres d'action non conventionnels, certainement. Mais oui, de toute façon, alors après que ce soit travaillé, évidemment, c'est travaillé. C'est un récit que moi-même je porte depuis 2018. On a dû s'expliquer combien de fois sur le sujet, je ne les compte plus. Mais c'est ce qui nous interpelle aussi, enfin moi en particulier, parce qu'on a l'impression que nous on vient dans le théâtre avec le même rapport, c'est-à-dire un sujet qu'on porte depuis longtemps, et le fait de faire des débats par exemple sur notre sujet après chaque spectacle, pendant 400 spectacles, ça a créé une forme, et la forme elle-même émane de l'envie de dire la chose, et moi ça me touche beaucoup ça parce que ça rend la forme, enfin pour nous je ne sais pas, mais pour vous objectivement quand on vous entend parler... Moi je savais qu'aujourd'hui j'allais apprendre sur mon propre brillant, problème aujourd'hui. mais c'est complètement captivant quoi, et je trouve que cette forme qui se déploie sur le sujet lui-même, moi c'est un truc qui m'intéresse énormément. Merci, en tout cas, moi le sujet me taraude. Oui, ça se voit. Mais j'ai été aussi rattrapé par les enfants, je le dis, comme avocat. Ouais. J'étais bien tranquille, universitaire, tout allait bien. Je défendais des éoliennes, je défendais des opérateurs éoliens, des très beaux dossiers, je gagnais très bien ma vie. Je n'avais pas besoin de m'emmerder avec ce dossier qui m'a mis dans les mains. Mais les enfants sont là, donc à un moment donné, vous en rencontrez un de dossier comme ça dans votre vie, vous n'en avez pas 2 dans une carrière. Bon, le problème, c'est que ça bouffe tout le reste. Hein. Il faut être clair. Après, il faut l'assumer. Mais eux, ils sont sur le terrain. En plus... on habite sur les terrains pollués. Oui, c'est ça. Une question justement pas du tout de cet ordre-là, c'est pour parler à vous, Pierre, je sais pas. Oui. Parce que justement, on voit comment à un moment on est saisi de quelque chose et qui est complètement, je disais ce matin, moi je disais, les questions d'Isabelle parfois me décontentaient en disant mais pourquoi tu as fait ça? C'est compliqué, hein. Je veux dire, il y a une forme de mystère et bon, comme tout artiste, je veux dire, on va commencer à trouver en faisant. Et j'avais envie de poser ces questions-là à Pierre, qui d'un coup, parce que moi il m'arrive aussi de tomber sur des choses que je ne devrais pas savoir et ne devrais pas voir, sur des, je veux dire, histoires de famille, secret. Et jusque-là, c'est venu jusque-là, quand tu as parlé de cette boîte que tu as ouverte et que tu as refermée, je ne sais pas comment expliquer, j'ai ressenti quelque chose de très fort, comme quelque chose d'une violence intime, pour moi. Mais je veux dire, c'est pour ça que j'avais envie de te poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu y es revenu?
Il y a tout un chemin personnel très fort. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu le même ordre d'idée. Donc depuis que j'ai ouvert cette boîte, c'est comme vous votre dossier qui me taraude. Moi, depuis 2008-2011, j'ai pu travailler sur l'histoire sociale des mineurs qui m'occupait auparavant. C'est eux que j'ai abandonné maintenant pour travailler que sur cette histoire-là. Et c'est vrai qu'il y a de cette idée-là, du fait d'avoir fait un geste qui n'était pas un geste. Parce que le chercheur, quand il demande une boîte d'archives où il y a écrit exactement ce qu'il va trouver, alors le terme est peut-être un peu fort, mais il ouvre une boîte qui... Alors, le titre de l'ouvrage qui rassemble l'archive et les créations artistiques, qui s'appelle « Réveiller l'archive d'une guerre coloniale », on a trouvé cette métaphore du réveil en pensant à Jean-Christophe Bailly, qui travaille sur la dormance. Et il travaillait sur la dormance et j'avais l'impression que l'archive, ça relève un peu de la dormance. C'est quelque chose qui est une trace du passé qui dort dans les boîtes d'archives et qui de temps en temps subissent entre guillemets un réveil, mais qui est un réveil consenti quand, je trouve, cette boîte-là a été donnée par une institution ou par une famille qui décide de le faire, que l'inventaire est parfait et que donc en demandant telle boîte à DH12 F3, on sait exactement ce qu'il y a, et donc l'archive qu'on découvre est l'archive qui correspond à ce qui est annoncé. Et c'est vrai que moi, en ouvrant une boîte qui n'était pas inventoriée, je faisais un geste qui relevait d'une autre nature, qui était une forme d'un réveil, j'ai pas envie de dire d'un viol, mais qui était d'un réveil qui n'était pas consenti. Et j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose d'illégitime. Et le fait de renvoyer cette boîte ensuite, une seconde fois, dans le trou noir, ce que j'appelle le trou noir de l'archive, sans m'occuper de ces photos, et donc, c'est pas des photos, donc il s'agissait, c'est bien sûr des êtres qui avaient été saisis au moment de leur mort, hein, de ne pas avoir les pris en charge, quelque part, c'était une deuxième manière de ne pas les traiter. Hein, et c'est seulement en 2011, en écoutant Emmanuel, que j'ai perçu l'importance de ce moment, qui n'était pas d'ordre épiphanique. Si on veut dire que l'épiphanie, c'est trouver quelque chose qu'on attend et qui va vous libérer de quelque chose, moi c'était tout l'inverse, et c'est pour ça que l'extrait d'Arlette Farge, quand je parle du difficile retour d'archives, c'est un peu ça, ici, et que la manière de le traiter, c'était justement, bon, j'ai pris ce détour par l'art, qui était une manière pour moi de revenir et de me... C'était c'est un geste qui relevait d'un partage de fardeau. C'est-à-dire que je portais en moi un fardeau que je n'avais pas forcément formalisé, et en le donnant aux artistes, je pensais entre guillemets m'en débarrasser, mais eux m'ont demandé de travailler sur l'archive et d'essayer de... Donc c'est pour ça que le travail qu'on a fait, qui a été quand même un tout petit peu commenté depuis, est un travail qui est imparfait au niveau de la prise en charge de la photo, du colonialisme et de l'Empire ottoman, parce que c'est vrai que c'est un regard qui est situé. Moi je ne suis pas spécialiste de la photo, donc il y a des tas de choses qui m'ont probablement échappé. Je ne suis pas spécialiste de la colonisation, pas spécialiste de la violence. Donc, mais cette imperfection-là que j'assume, elle trouve son origine aussi dans le geste initial, et il faut l'accepter aussi en tant que tel. Voilà. Alors, je propose qu'on fasse 10 minutes de pause avant d'écouter les deux derniers intervenants, à qui on va laisser du coup un peu plus de temps, puisque Annabelle Alouche a dû partir plutôt prévu pour des problèmes de garde d'enfants et de transport. Donc du coup, on laissera un peu plus de temps pour la discussion après la dernière intervention, si vous voulez bien. Donc on s'interrompt 10 minutes. Il doit rester encore des choses à voir, je pense, de l'autre côté.